Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer dans ce chapitre le fonctionnement des systèmes respiratoires et digestifs. On va repartir du constat qu'on avait déjà étudié dans le chapitre précédent, à savoir qu'il nous faut donc du dioxygène, O2, et des nutriments comme par exemple le glucose, pour permettre à notre corps de fabriquer de l'énergie. Cette fabrication va aussi apporter du CO2 et de la chaleur qui vont être des déchets. Donc le O2 et le glucose sont les réactifs de la réaction, l'énergie est le produit utilisé, et le dioxyde de carbone et la chaleur vont être les déchets. Comment on va donner au corps plus de dioxygène et de glucose? Grâce à deux systèmes que j'ai présentés donc en introduction, le système respiratoire et le système digestif. Donc dans la première partie, on va s'intéresser au système respiratoire et à comment on peut échanger des gaz avec l'extérieur. Et donc tout d'abord, on s'intéresse à l'air extérieur. Donc dans l'air extérieur, attention, il n'y a pas que du dioxygène. Il y a en majorité du diazote, du N2, du dioxygène, du O2, mais il y a aussi d'autres gaz comme le dioxyde de carbone ou l'argon ou l'ozone ou d'autres éléments issus de la pollution par exemple. Pour mettre en évidence ce que l'on inspire ou ce que l'on expire, on peut mettre un dispositif, comme on avait fait avec les asticots. On met un oxymètre et on mesure le pourcentage de O2 donc à l'inspiration et à l'expiration. On voit qu'il en manque, donc ça veut dire que le personnage ici a gardé du dioxygène. Donc lors de l'inspiration, il a conservé une partie des 21% du dioxygène. Et donc on va voir comment il a fait pour faire ça. On peut faire aussi une expérience, donc je vous ai remis le lien ici, pour vérifier aussi ce qui se passe lors de l'expiration. Donc à l'inspiration, on a deux tubes, un pour inspirer, un pour expirer. Un Erlenmeyer dans lequel on a placé de l'eau de chaud. Attention, chaud AUX. À la fin de l'expérience de l'inspiration, le dos chaud est transparente, elle est intacte, elle n'a pas changé. Alors qu'à la fin de l'expiration, le dos chaud devient blanchâtre, elle s'est troublée, donc ça signifie qu'il y a du CO2 à l'intérieur. Donc on peut mettre comme ça en évidence, à l'aide d'une autre expérience, que l'expiration permet le rejet de CO2. Donc l'air qui nous entoure est composé à 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. Lors de l'inspiration, ces gaz vont rentrer dans notre corps. On utilise, attention, seulement le O2 et on rejette le CO2 qui est issu de la réaction chimique que je vous ai montré précédemment lors de l'expiration. Et là, on peut voir donc de nouveau le flacon, eau de chaud limpide, eau de chaud trouble. Que fait comme trajet ce dioxygène? On en a besoin, il est dans l'air, mais il doit aller jusqu'au sang pour pouvoir faire cette réaction chimique. Donc comment il fait pour passer de l'air au sang? On peut regarder donc le schéma ici. Le O2 est représenté par des flèches rouges, comme j'ai noté ici hein, le dioxygène. Donc il va rentrer par le nez ou par la bouche, deux procédés. Ensuite il va passer par le pharynx, le larynx et la trachée. Attention, on ne confond pas avec l'œsophage ici. On a parlé de l'épiglotte qui permettait de boucher un clapet hein, qui bouche ici le passage des aliments pour ne pas qu'ils passent justement dans la trachée. Donc l'air lui passe dans la trachée, ensuite il se divise en deux bronches, puis en bronchioles, des petites bronches, et ils ne sont pas représentés ici, mais des petits sacs comme celui-là qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. Donc là on va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement. On avait regardé, donc la vidéo est sur la chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver. Une vidéo d'une maquette de poumon qu'on a refait donc avec deux ballons tout simplement et un gobelet en plastique ou une bouteille d'eau coupée en deux. Et on peut tirer sur le ballon ici et on voit ce qui se passe. Donc en schéma, ça donne les deux schémas ici. À l'inspiration, si je tire sur le ballon qui représente le diaphragme, mon poumon à l'intérieur représenté par le ballon va se gonfler. A l'inverse, si je relâche le ballon, donc le diaphragme, le ballon qui représente les poumons à l'intérieur de la cage thoracique, vont se dégonfler. Comment on peut expliquer ce phénomène? C'est un système de volume de la cage thoracique. Si je gonfle mon diaphragme, le volume augmente. En effet, si on regarde ici, le volume de gauche, si on le place ici à droite, on voit qu'il est beaucoup plus grand. Donc si le volume est plus grand, le poumon à l'intérieur peut grossir, il peut prendre beaucoup plus de place, et donc de l'air peut rentrer par la trachée jusqu'au poumon. A l'inverse, si le diaphragme est relâché, on appuie un petit peu dessus et donc on réduit le volume de la cage thoracique, on voit bien ici, le volume est plus petit qu'à l'inspiration. Donc si j'appuie, c'est le principe du tube de dentifrice, le dentifrice qu'il y a dans votre tube ressort, là c'est pareil, l'air contenu dans le poumon peut ressortir grâce au mouvement du muscle qu'on appelle le diaphragme. Donc lors de l'inspiration, le diaphragme est contracté, le volume de la cage thoracique est grand et les poumons se gonflent d'air parce qu'ils rentrent de l'extérieur, trachée, on a vu tout le chemin. A l'inverse, lors de l'expiration, c'est la photo ici en bas, le diaphragme est relâché, le volume de la cage thoracique est donc plus petit que précédemment, ça fait une pression sur les poumons qui vont se vider d'air.
Ce dioxygène maintenant dans les alvéoles pulmonaires, comment va-t-il passer jusqu'au sang? Donc on voit ici un schéma un peu rapide d'une alvéole avec des capillaires sanguins qui sont tout un peu repliés par-dessus. Reprenons pour ce schéma le fonctionnement réel de l'alvéole pulmonaire. L'alvéole, c'est un sac. Près de ces sacs arrivent des capillaires, ce sont des tout petits vaisseaux sanguins, qui sont à l'entrée pauvres en O2, riches en CO2, modélisés par une couleur bleue, et à la sortie riches en O2 et pauvres en CO2, modélisés plutôt par une couleur rouge. Donc dans l'alvéole, il y a beaucoup de CO2, peu de O2, et à la sortie, c'est l'inverse. L'air inspiré contient 20% de dioxygène, donc à l'inspiration, le dioxygène extérieur entre, fait tout le trajet qu'on a déjà vu, et arrive enfin jusqu'à ce sac qui est l'alvéole pulmonaire. Le dioxygène, qui est donc en plus grande quantité dans l'alvéole que dans le capillaire, passe à travers la fine paroi du capillaire et se trouve dans le sang. A l'inverse, le CO2 qui est en plus grande quantité dans le capillaire va passer dans l'alvéole pour ensuite pouvoir être relâché dans l'air expiré. À la sortie, on se retrouve donc avec une grande quantité de dioxygène et peu de CO2, ce qui permet d'amener aux organes le dioxygène nécessaire pour faire la réaction chimique de la fabrication de l'énergie. Comment ça fonctionne? Mais grâce au grand nombre d'alvéoles, il y en a environ 700 millions pour les deux poumons. La surface d'échange étalée au sol de toutes les alvéoles pulmonaires serait égale environ à 210 mètres carrés et le sang de tout notre corps, donc 6 litres en une minute, est passé par les alvéoles pulmonaires. Donc il a pu se charger facilement en dioxygène et se décharger en CO2. Au niveau de notre réaction chimique, on a donc compris le début, comment on peut apporter plus de dioxygène et aussi comment on rejette le déchet. Maintenant, on va s'intéresser à comment donner plus de glucose. On passe donc au système digestif. Donc, ce système digestif, il est composé d'abord d'un tube digestif dans lequel vont passer les aliments. Donc, c'est tous les organes qui sont écrits en rouge, la bouche, la langue, les dents, le larynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Dans ce tube digestif, donc, les aliments passent, mais ce tube digestif est aidé par des organes, en noir ici, annexes, qui vont fabriquer des glandes, des substances, des molécules qui vont se déverser dans le tube pour aider à la digestion. Mais eux ne font pas partie du tube digestif. Le tout est appelé le système digestif. Dans le tube digestif, il va y avoir plusieurs types d'actions, qu'elles soient mécaniques ou chimiques. Donc par exemple dans la bouche, la mastication est une action mécanique de pression des dents, alors que la salivation est une action chimique car elle requiert une molécule chimique, l'enzyme. Dans l'œsophage, il n'y a que l'action mécanique lors de la déglutition qui permet aux aliments de descendre dans l'estomac, qui lui digère à la fois par brassage, donc action mécanique et chimique grâce au suc gastrique. L'absorption des aliments se fait dans l'intestin grêle, on va le voir, et le gros intestin lui permet d'évacuer les excréments. Donc toutes les glandes aident bien à la digestion. Attention, ce ne sont pas des organes du tube digestif. Au niveau de la transformation, je vous parlais d'enzymes. On va s'intéresser à un aliment, le pain, qui est composé principalement d'amidon. C'est une très très grosse molécule qui est représentée ici que l'on ne peut pas digérer. Et pourtant, on mange du pain et on n'a pas de souci. Alors on va émettre l'hypothèse qu'il y a une enzyme, une molécule qui va nous aider. Elle s'appelle l'amylase salivaire. Et donc dans une expérience témoin, si on enlève cette amylase, on va regarder ce qui va se passer. Donc je fais mes expériences, une avec l'amylase, donc la petite molécule bleue, une sans amylase, et à la fin, j'observe que dans le premier tube, il y a du glucose mais pas d'amidon, alors que dans le deuxième, il y a de l'amidon mais pas de glucose. Alors ça, on peut le voir à l'aide de l'eau iodée, la présence d'amidon. Si la molécule devient violette, c'est qu'il y a de l'amidon, sinon c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, s'il n'y a pas d'amidon, on va chercher quelle est la substance présente. C'était du glucose, on voit ça grâce à une petite bandelette test, un petit peu comme les tests pH des aquariums ou des piscines. Donc, les aliments vont subir des transformations mécaniques comme le brassage ou la mastication par les dents, et des transformations chimiques grâce aux enzymes. Toutes ces actions vont permettre de transformer les aliments, comme le pain avec l'amidon, en nutriments comme le glucose. Maintenant qu'on a un nutriment, on regarde ce qu'il devient tout au long du tube digestif et on voit qu'il y a une grosse diminution de sa quantité au niveau de l'intestin. Donc on observe l'intestin au microscope et on voit que cet intestin est très très replié, que sa paroi est fine et qu'il y a des capillaires sanguins à proximité. On reconnaît donc comme l'alvéole pulmonaire une surface d'échange qui va permettre de faire passer les nutriments dans le sang grâce aux plis, aux villosités et aux microvillosités. Une fois que les nutriments sont dans le sang, ils vont retrouver le dioxygène qui lui aussi a pu passer. Et ces deux réactifs étant ensemble, la production d'énergie est possible au niveau de l'organe.
Je vous mets pour conclure la carte mentale de ce chapitre pour voir si vous avez toutes les idées au clair.